Le 16 août 1966, un avion de chasse soviétique MiG-21 atterrit sur une base aérienne israélienne. Aux commandes, un pilote irkien défecteur. Les Israéliens sourient. Ils viennent de recevoir le cadeau le plus précieux de la guerre froide. Ce que les Soviétiques ignorent encore, c'est que ce simple appareil va déclencher une cascade d'événements qui bouleversera l'équilibre militaire au Moyen-Orient. Cette histoire commence par en rire et se termine par la mort de 5 pilotes soviétiques abattus en 3 minutes. Voici l'opération qui a changé la guerre aérienne moderne. Juin 1967. Le désert du Sinaï brûle sous le soleil. En 6 jours seulement, l'armée israélienne vient d'anéantir les forces arabes lors de ce que l'histoire retiendra comme la guerre des 6 jours. Sur les pistes d'aérodromes égyptiens, syriens et jordaniens, des centaines d'avions gisent, détruits avant même d'avoir décollé. Parmi ces épaves métalliques, un modèle prédomine, le MiG-21, Fishbed. Au Kremlin, la fureur est palpable. Les dirigeants soviétiques ne peuvent accepter une telle débâcle. Leurs équipements militaires, vendus comme invincibles, viennent d'être pulvérisés par une petite nation de 3 millions d'habitants. L'honneur de l'Union soviétique est en jeu. Moscou accuse publiquement les pilotes arabes d'incompétence, attribuant la défaite à leur manque de formation plutôt qu'à des défauts techniques. Pourtant, en Israël, les stratèges militaires ne partagent pas l'euphorie générale. Le général Mordechai Hod, commandant de la force aérienne israélienne, étudie les rapports de renseignement avec inquiétude. Les Soviétiques ne resteront pas les bras croisés. Ils vont réarmer les Arabes, et cette fois avec leur technologie la plus avancée. Le nom qui revient dans tous les briefings fait frémir les pilotes israéliens. Le MiG-21 Fishbed. Cet appareil représente le summum de l'ingénierie aéronautique soviétique en 1967. Capable d'atteindre Mach 2, doté d'une agilité impressionnante en combat tournoyant et armé de missiles RR-3S, le MiG-21 surclasse potentiellement les Mirage 3 français qui constituent l'épine dorsale de l'aviation israélienne. Les analystes israéliens savent qu'en cas de nouveau conflit, ces chasseurs soviétiques pourraient renverser la suprématie aérienne si difficilement acquise. Le Mossad, le service de renseignement extérieur d'Israël, reçoit une directive claire du Premier ministre Lévi Eshkol. Obtenir un MiG-21 intact à tout prix. L'enjeu est vital. Connaître les forces et faiblesses de cet appareil pourrait sauver des centaines de vies de pilotes israéliens. Mais comment voler le chasseur le plus secret de l'Union soviétique? La première tentative se solde par un échec catastrophique. En Égypte, l'agent Jean-Léon Thomas approche le capitaine Hadib Hanna de l'armée de l'air égyptienne, lui offrant 100 000 $ pour voler son MiG-17 vers Israël. Mais Hanna, loyal à son pays, dénonce immédiatement Thomas aux autorités. L'agent du Mossad est arrêté avec 5 complices et pendu en décembre 1962. Cet échec coûte cher, mais il n'éteint pas la détermination israélienne. Les services secrets israéliens changent de stratégie. Ils ne chercheront plus un mercenaire motivé uniquement par l'argent. Ils trouveront un homme brisé, marginalisé, en quête d'une vie meilleure. Et en 1964, dans les dossiers secrets circulant entre Téhéran et Tel Aviv, un nom apparaît, le capitaine Monir Redfa. Si cette histoire vous passionne autant que nous, laissez un commentaire avec le mot Mossad et abonnez-vous à l'énigme militaire pour ne manquer aucun épisode de cette incroyable opération. Mounir Habib Jamil Rufa est né en 1934 dans une famille assyrienne chrétienne d'Irak. Dans un pays majoritairement musulman, être chrétien dans l'armée équivaut à porter un stigmate invisible mais omniprésent. Malgré son talent exceptionnel de pilote, Redfa fait face à une discrimination systématique. Il fait partie des 5 seuls pilotes autorisés à piloter le MiG-21 pour le 11e escadron, preuve de ses compétences reconnues. Mais sa religion le condamne à la stagnation professionnelle. Le gouvernement irakien l'oblige à vivre loin de sa famille à Bagdad. Les officiers supérieurs ne lui font pas confiance et l'autorisent à voler uniquement avec des réservoirs de carburant partiellement remplis, peuriant d'une défection. Mais ce qui révolte le plus Redfa, c'est l'ordre qu'il reçoit régulièrement, bombarder les villages kurdes du nord de l'Irak. Les Kurdes, comme les Assyriens, sont une minorité persécutée. Redfa doit mener des raids aériens contre des civils sans défense, des femmes et des enfants fuyant sous les bombes. Chaque mission le déchire intérieurement.
Il confiera plus tard avoir développé une admiration secrète pour les Israéliens, c'est si peu nombreux contre tant de musulmans. En 1964, un intermédiaire nommé Youssouf, un juif irakien travaillant comme serviteur pour une famille chrétienne maronite, contacte le personnel israélien à Téhéran. L'Iran et Israël entretiennent encore des relations diplomatiques. Youssouf révèle que sa petite amie connaît l'épouse de Redfa. Le pilote irakien est malheureux, amer, prêt à partir. Le Mossad tient sa cible. Une agent du Mossad se fait passer pour une Américaine et rencontre Redfa lors d'un stage de formation aux États-Unis. Elle se présente sous un faux nom, cultive une relation intime avec lui malgré son mariage. Redfa, isolé, vulnérable, commence à se confier. Il parle de ses frustrations, de ses ordres de bombarder les Kurdes, de l'impossibilité d'avancer dans sa carrière militaire. L'agent l'invite à voyager en Europe en juillet 1966 sous prétexte de vacances romantiques. À Paris, puis à Vienne, Redfa rencontre des représentants israéliens. On lui présente une offre qui changera sa vie. 1 million de dollars, la citoyenneté israélienne pour lui et sa famille, un emploi garanti et surtout la sécurité. Mais il y a une condition non négociable. Il doit amener son MiG-21. Redfa hésite. Il sait ce qui est arrivé à d'autres pilotes irakiens approchés par le Mossad. Le lieutenant Hamid Daho a refusé une offre similaire en mars 1965. Il a été retrouvé mort par balle dans un bar américain le 15 juin 1965 après une mystérieuse panne d'électricité. Le capitaine Shaker Mahmoud Youssouf a également refusé de coopérer. Il a été abattu dans un appartement de Bagdad le 6 juin 1965 par un agent du Mossad qui filmait la rencontre. Redfa comprend qu'il n'a plus le choix. Accepter ou mourir. Le Mossad lui montre des photos de sa femme Betty et de ses 2 enfants. On lui promet que sa famille entière, parents inclus, sera évacuée d'Irak avant qu'il ne fasse décoller son MiG. Redfa accepte alors. La date est fixée, le 16 août 1966. L'opération la plus audacieuse du Mossad vient de commencer. Dans quelques instants, vous découvrirez comment un seul homme a défié toute l'armée irakienne. Le 16 août 1966, le soleil se lève sur la base aérienne d'Abania, à l'ouest de Bagdad. Le capitaine Mounir Redfa enfile sa combinaison de vol comme chaque matin. Personne autour de lui ne soupçonne que c'est la dernière fois qu'ils le verront. Son cœur bat à tout rompre, mais son visage reste impassible. Dans quelques heures, il sera soit un héros en Israël, soit un cadavre abattu par ses propres compatriotes. La veille, des agents du Mossad ont entamé l'opération d'évacuation de sa famille. Sa femme Betty et leurs 2 enfants, âgés de 3 et 5 ans, sont partis pour ce qu'elle croit être de simples vacances d'été à Paris. Redfa ne lui a rien dit, sachant qu'elle pourrait paniquer. À Paris, un agent du Mossad l'approche avec son nouveau passeport israélien. Betty devient hystérique, menaçant de contacter l'ambassade d'Irak. Il faut plusieurs heures pour la calmer et lui expliquer la situation. Pendant ce temps, les parents de Redfa et d'autres membres de la famille sont discrètement conduits vers la frontière iranienne. Des guérilleros kurdes, ces mêmes personnes que Redfa refusait de bombarder, l'aident à traverser. L'ironie n'échappe à personne. Ces combattants kurdes sauvent la famille d'un pilote irakien qui a choisi de ne plus les attaquer. Depuis l'Iran, tous seront transportés vers Israël. Sur la base d'Abania, Redfa demande à l'équipe au sol de remplir complètement ses réservoirs de carburant. Normalement, les conseillers soviétiques doivent autoriser un tel ravitaillement complet. Mais les Irakiens détestent ces conseillers russes arrogants qui les traitent avec mépris. Pour un pilote vedette comme Redfa, l'équipe au sol obéit sans poser de questions, contournant les soviétiques. Le MiG-21 F-13, numéro de série 534, est prêt. À 10h15, Redfa décolle pour ce qui est officiellement une mission d'entraînement de navigation au-dessus du nord de l'Irak. Il dirige initialement son appareil vers Bagdad, suivant le plan de vol déclaré. Puis, brusquement, il vire plein ouest, direction Israël. La distance à parcourir est de près de 750 km. Avec un seul réservoir plein, c'est théoriquement possible, mais les marges d'erreur sont nulles. Le radar au sol détecte immédiatement la déviation. Les contrôleurs irakiens tentent frénétiquement de le contacter par radio. « Capitaine Redfa, vous déviez de votre trajectoire, revenez immédiatement. » Redfa ne répond pas. Les messages deviennent plus menaçants. « Nous allons vous abattre. » Redfa éteint sa radio. Le silence remplace les menaces. Il survole maintenant le nord de la Jordanie à haute altitude. Les radars jordaniens détectent l'intrus et contactent la Syrie,
supposant qu'il s'agit d'un avion israélien. Les Syriens les rassurent, c'est l'un des leurs en mission d'entraînement. Cette confusion sauve Redfa. Les chasseurs Hawker Hunter de la Royal Jordanian Air Force, pourtant décollés pour l'intercepter, ne peuvent pas atteindre son altitude de croisière. À des centaines de kilomètres de là, les radars israéliens captent un point lumineux se déplaçant à grande vitesse vers leurs frontières. C'est lui. 2 Mirage 3 de la force aérienne israélienne décollent immédiatement de la base de Hazor pour l'escorter. Lorsqu'ils rejoignent le MiG-21, les pilotes israéliens voient les marquages irakiens encore clairement visibles sur le fuselage. Redfa leur fait un signe de la main. Les Mirages se positionnent de chaque côté, l'escortant en formation serrée. À 11h30, le MiG-21 touche le sol de la base aérienne de Hazor. Redfa coupe les moteurs. Selon ses propres mots lors d'une conférence de presse ultérieure, il a atterri sur la dernière goutte de carburant. L'opération Diamond vient de réussir. Les Israéliens possèdent maintenant le chasseur le plus secret de l'Union soviétique. Dans un hangar ultra sécurisé de la base de Hazor, des ingénieurs et pilotes israéliens se rassemblent autour du MiG-21 comme des archéologues devant une tombe pharaonique. Le chasseur est rapidement renuméroté 007, en référence à la manière spectaculaire dont il est arrivé en Israël. Mais derrière cette plaisanterie se cache un programme d'analyse qui va changer l'histoire de l'aviation militaire moderne. Le pilote d'essai israélien Dani Shapira est désigné pour effectuer les premiers vols. Quelques semaines seulement après l'arrivée de Redfa, Shapira décolle aux commandes du MiG-21. Ce qui suit est une campagne d'essai intensive. Chaque caractéristique de l'appareil est testée, mesurée, documentée. Les ingénieurs démontent littéralement le chasseur, étudiant chaque composant, chaque système électronique, chaque câble. Les Israéliens organisent des combats aériens simulés, opposant le MiG-21 à leur propre Mirage 3. Les résultats sont révélateurs. Le MiG-21 possède une capacité de virage instantanée supérieure grâce à son aile delta. Dans un combat tournoyant prolongé, il peut surpasser les chasseurs occidentaux. Mais il présente aussi des faiblesses critiques que les soviétiques ont soigneusement camouflées. Première faiblesse majeure, l'autonomie. Le MiG-21 F-13 possède une endurance de vol extrêmement limitée. Avec les réservoirs internes seulement, il ne peut rester en l'air que 45 minutes environ. Cette contrainte force les pilotes soviétiques à adopter des tactiques d'interception rapide, sans possibilité de patrouille prolongée ou de combat d'usure. Deuxième faiblesse, le temps de réponse du moteur. L'accélération du réacteur Tumansky R-11F du ralenti à la pleine puissance prend 14 secondes. Dans un combat aérien, où chaque seconde compte, ce délai peut être fatal. Les pilotes américains de F-4 Phantom, dont les moteurs répondent beaucoup plus rapidement, pourront exploiter cet avantage. Troisième faiblesse, la visibilité. Le cockpit du MiG-21 offre une vue très limitée vers l'arrière. Le pilote possède un angle mort dangereux, parfait pour une attaque en poursuite par un adversaire positionné derrière lui. Les manuels de combat israéliens recommanderont d'exploiter systématiquement cette zone aveugle. Quatrième faiblesse, le viseur et les systèmes électroniques. Les Israéliens découvrent que l'avionique soviétique est nettement inférieure aux standards occidentaux. Le viseur de tir est jugé médiocre, les systèmes radars manquent de réalibilité. Mais la découverte la plus précieuse ne concerne pas l'appareil lui-même. Redfa a apporté avec lui plusieurs manuels d'entraînement et tactiques soviétiques en langue russe. Ces documents révèlent les doctrines de combat, les procédures d'interception, les formations préférées des pilotes du pacte de Varsovie. C'est une mine d'or de renseignements. Le 7 avril 1967, moins d'un an après l'arrivée du MiG-21, la force aérienne israélienne met en pratique ces nouvelles connaissances. Lors d'une bataille aérienne au-dessus du plateau du Golan, les pilotes israéliens abattent 6 MiG-21 syriens sans perdre aucun Mirage 3. Le directeur de la CIA, Richard Helms, déclare publiquement qu'Israël a prouvé avoir fait un excellent usage du chasseur capturé. En janvier 1968, Israël prête le MiG-21 aux États-Unis. L'appareil est transporté secrètement vers la zone 51, le site d'essai ultra classifié dans le désert du Nevada. Il est redésigné YF-110 et devient le cœur du programme Have Done It. Pendant 40 jours, les pilotes américains effectuent 102 vols d'essai, totalisant 77 heures de vol. Le MiG-21 est opposé à tous les chasseurs américains, F-4 Phantom, F-130, F-111, F-100, F-104, F-5. Les conclusions du programme Have Done It sont transmises aux escadrons américains engagés au Vietnam.
Les pilotes apprennent à exploiter les faiblesses du MiG-21, maintenir une vitesse élevée, éviter les combats tournoyants prolongés, attaquer depuis l'arrière en exploitant l'angle mort, utiliser des tactiques verticales où le F-4 excelle grâce à sa puissance moteur. L'un des résultats indirects de Have Done It est la création de la Navy Fighter Weapons School en 1969, plus connue sous le nom de Top Gun. Les leçons tirées de l'analyse du MiG-21 deviennent la base de l'entraînement des pilotes de chasse américains. L'US Air Force crée un programme similaire, Red Flag, en 1972. Le petit avion irakien volé par Mounir Redfa vient de révolutionner l'entraînement et les tactiques de combats aériens occidentaux. Mais son impact le plus spectaculaire reste à venir. Mars 1969. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser lance officiellement ce que l'histoire appellera la guerre d'usure contre Israël. Le long du canal de Suez, l'artillerie égyptienne pilonne sans relâche les positions israéliennes de la ligne Bar-Lev. Des commandos traversent le canal pour des raids meurtriers. Nasser espère user Israël, le forcer à négocier le retour du Sinaï capturé en 1967. Israël répond avec son arme favorite, la force aérienne. Les F-4 Fantômes, nouvellement acquis des États-Unis, frappent profondément en Égypte. Les raids israéliens atteignent même le Caire, où des avions font exploser les murs du son au-dessus de la capitale pour humilier Nasser. L'Égypte est impuissante face à cette supériorité aérienne écrasante. Désespéré, Nasser se rend à Moscou les 24 et 25 janvier 1970. Il menace Léonid Brejnev, soit l'Union soviétique fournit une aide militaire massive, soit l'Égypte se tournera vers les États-Unis. Le Kremlin ne peut accepter de perdre son principal allié au Moyen-Orient. La décision est prise, les Soviétiques interviendront directement. En mars 1970, une division entière des forces de défense aérienne soviétiques, la 18e division spéciale de missiles anti-aériens, débarque en Égypte. Elle comprend le 135e régiment d'aviation de chasse équipé de MiG-21MF, la version la plus moderne du chasseur, ainsi que les dernières batteries de missiles sol-air SA-2 et SA-3. Environ 100 pilotes soviétiques sont déployés. Leur présence est gardée ultra secrète, niée même des années plus tard. Mais l'unité de surveillance israélienne en langue russe, travaillant avec l'unité 515 spécialisée en arabe, capte rapidement les communications soviétiques. Les Israéliens savent que des pilotes russes patrouillent désormais le ciel égyptien. Le gouvernement israélien, craignant un affrontement direct avec une superpuissance nucléaire, ordonne à la force aérienne de garder ses distances et d'éviter tout engagement avec les soviétiques. Cette prudence se révèle coûteuse. Les batteries de missiles SA-3 sous contrôle soviétique abattent 2 F-4 Fantômes le 30 juin 1970. 2 autres Fantômes sont perdus en juillet. L'un d'eux était piloté par Shmuel Etz, un pilote expérimenté dont la mort bouleverse l'aviation israélienne. Les stocks de Fantômes d'Israël s'épuisent dangereusement. Pire, le 25 juillet 1970, des pilotes soviétiques interceptent des A-4 Skyhawk israéliens et les poursuivent jusque dans le Sinaï contrôlé par Israël. C'en est trop. Le gouvernement israélien prend une décision audacieuse, affronter directement les soviétiques et leur infliger une défaite humiliante. Le message doit être clair, Israël ne tolérera pas d'escalade supplémentaire. L'opération Rimon 20 est lancée. Le piège est méticuleusement planifié. Le 30 juillet 1970, 4 F-4 Fantômes du 69e escadron décollent et simulent une attaque au sol vulnérable, volant à basse vitesse et altitude pour imiter les A-4 Skyhawk. Ils ciblent une station radar égyptienne près du canal de Suez. Simultanément, 4 Mirage 3 du 119e escadron pénètrent profondément dans l'espace aérien égyptien près d'Hurghada, simulant une mission de reconnaissance routinière. Les soviétiques mordent à l'hameçon. Depuis plusieurs bases égyptiennes, 24 MiG-21MF décollent pour intercepter les Mirages. Ils pensent avoir affaire à des avions isolés et vulnérables. Mais 4 autres Mirages du 117e escadron et 4 F-4 Fantômes sont en embuscade au-dessus du Sinaï. 4 autres Mirages du 101e escadron attendent en alerte immédiate à la base de Rephidim. Les meilleurs pilotes israéliens ont été sélectionnés pour cette mission. Beaucoup ont déjà abattu des dizaines d'avions ennemis. Ils connaissent chaque faiblesse du MiG-21 grâce aux 3 années d'analyse intensive de l'appareil volé par Redfa. À 14 heures précises, les MiG-21 soviétiques engagent les Mirages APA.
Au moment où ils s'engagent, les chasseurs israéliens en embuscade fondent sur eux depuis l'est. Le piège se referme. Les soviétiques réalisent trop tard qu'ils sont pris au piège. Le combat aérien qui suit ne dure que 3 minutes, mais ces 3 minutes changeront le cours de la guerre d'usure. Avraham Salmon, aux commandes d'Amirage, abat le premier MiG-21 avec un missile AIM-9D Sidewinder tiré depuis l'arrière, exploitant exactement l'angle mort identifié lors des tests du MiG capturé. HR Snir détruit un deuxième MiG en manœuvre rapprochée. Le pilote de F-4 Phantom, Aviem Sella, rate son premier tir de missile, repositionne calmement son appareil et abat un troisième MiG avec son second AIM-9D. Le commandant de la mission, Avihu Ben Noun, utilise un missile AIM-7 Sparrow à plus longue portée pour une interception. Un cinquième MiG, dommagé par des tirs combinés de canons et missiles, s'écrase lors de son attentive d'atterrissage d'urgence. 5 MiG-21 soviétiques détruits en 3 minutes. Aucun avion israélien perdu. Les soviétiques gardent le silence sur cette humiliation pendant 2 ans. Ce n'est qu'en 1972 que la presse égyptienne révèle la vérité sur les 5 appareils perdus le 30 juillet 1970. Le président Anwar el-Sadat confirmera lui-même ses pertes lors de sa visite en Israël avant la signature des accords de Camp David. Les Égyptiens, quant à eux, réagissent avec joie à peine dissimulée. Pendant des mois, les conseillers soviétiques les critiquaient, attribuant leurs défaites aériennes à leur prétendu manque de compétences. Voir ces mêmes soviétiques tomber dans un piège tactique que les Égyptiens connaissaient déjà procure une satisfaction secrète. L'Union soviétique déploie un régiment supplémentaire de MiG-21 et même des Su-15 en Égypte pour renforcer les défenses. Mais le message est reçu au Kremlin, l'escalade a un coût trop élevé. Le 7 août 1970, un cessez-le-feu est signé, mettant fin à la guerre d'usure. Bien que certains historiens débattent des vraies raisons de ce cessez-le-feu, une chose est certaine, l'opération Rimon 20 a joué un rôle crucial. Tout avait commencé le 16 août 1966 avec le vol audacieux de Mounir Redfa. 4 ans plus tard, jour pour jour presque, le MiG-21 qu'il avait livré aux Israéliens avait permis d'abattre 5 pilotes soviétiques en 3 minutes. Un seul avion capturé avait changé l'équilibre de la guerre aérienne au Moyen-Orient. Redfa lui-même vécut tranquillement en Israël sous un nouveau nom, travaillant dans l'aviation civile. Il mourut d'une crise cardiaque vers 1998, ayant gardé le silence sur de nombreux détails de son incroyable histoire. Son MiG-21, le fameux numéro 007, fut finalement rendu par les États-Unis et exposé au musée de la force aérienne israélienne, où il repose aujourd'hui, témoignage silencieux d'une des opérations d'espionnage les plus réussies de l'histoire moderne. Une seule défection, un seul avion, et l'équilibre stratégique d'une région entière bascula. L'opération Diamond démontre qu'en matière d'intelligence militaire, un simple élément au bon moment peut valoir des armées entières. Les secrets du MiG-21 volé par Mounir Redfa sauvèrent des centaines de vies, forgèrent la doctrine de combat aérienne occidentale et changèrent le cours de conflits majeurs. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'une des opérations les plus audacieuses de la guerre froide, abonnez-vous immédiatement à l'Énigme militaire. Nous décryptons les secrets militaires qui ont chapé notre monde. Quelle opération secrète souhaitez-vous voir décryptée dans notre prochain épisode? Dites-le nous en commentaire. L'histoire militaire recèle encore d'innombrables mystères que nous allons révéler ensemble.